Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et oui, je suis de retour pour faire un petit live. Aujourd'hui, nous avons eu la publication de l'inflation au niveau américain. Pour vous faire un petit récap de ce que l'on a eu, c'est quoi? Sur l'inflation de l'année, nous sommes à 4,9%. Les estimations, le consensus se trouvait, lui, à 5,0%. Et avant cela, nous avons eu un taux précédent qui était de 5% aussi. Donc on s'attendait à une stagnation de l'inflation et le résultat que l'on a eu, c'est une baisse de l'inflation. Donc ça c'est bien pour tout ce qui est marché actif à risque, donc les actions, le S&P et voire même du coup les crypto-monnaies. Pour ceux qui sont là depuis un petit peu plus longtemps, vous avez pu remarquer que tout simplement les crypto-monnaies et les actifs à risque comme le S&P étaient drôlement corrélés lorsqu'on avait des publications comme celle-là. Et pour le dollar, du coup pour sa monnaie, pour la devise, c'est une mauvaise nouvelle. On va voir pourquoi plus en détail. Et ce soir, ce que l'on va faire, c'est tout simplement rentrer dans le détail du pourquoi. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Là, ce soir, on a eu la publication. Je vois beaucoup d'articles, beaucoup de tweets mettant en scène justement cette publication des taux d'intérêt pour la semaine dernière et cette semaine, l'inflation. Donc, si on a une inflation qui est plutôt basse, alors faudrait justement se lancer dans des longues, acheter des actifs à risque. Mais pourquoi? Juste avant ça, on va aller sur Twitter. Je vous avais mis un tweet, comme d'habitude, à chaque live. Je vous posais une question. Et ensuite, celui qui trouvait en premier ce que c'était, je lui donnais quelque chose qu'il peut retrouver sur mon site internet. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un site internet dans lequel je commercialise plusieurs choses. Le premier temps, c'est un PDF contenant toutes les règles des vagues d'Elliott, mais plus poussé que dans le livre Elliott of Principle. Mais on va aussi plus loin avec l'aspect trading, justement, avec toute l'expertise que m'a offert Jeffrey Kennedy, le mentor avec qui j'ai appris les vagues d'Elliott, comment les trader. Et en fait, trader les vagues d'Elliott et juste apprendre les règles des vagues d'Elliott sont deux choses totalement différentes. Ensuite, quelque chose que j'ai fait, pour ceux qui suivent aussi, il y a de ça pas si longtemps, j'ai fini un projet qui est en fait une application Excel dans lequel vous allez avoir tout ce qui est journal de trading pour ceux qui tradent comme moi. Donc c'est un outil que je retrouvais pas particulièrement sur internet. J'en ai donc créé un et je le mets aussi sur mon site internet. Dernier produit que je commercialise, c'est des indicateurs techniques que j'utilise, que j'ai codés. Les indicateurs que Jeffrey Kennedy utilise, j'ai dû les recoder sur TradingView parce que ces indicateurs ne le sont pas. Donc l'énigme d'aujourd'hui, c'était le suivant. C'était cette image-là. Et tout simplement, c'était de trouver quelle était cette image-là. Donnez-moi un titre pour cette image avec justement le nom technique de ce graphique-là. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout pour ceux qui sont sur le chat? Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça peut être ou pas du tout? Ok, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est ce graphique-là, c'est ce qu'on appelle le dot plot. Et d'ailleurs, j'ai une bonne réponse qui m'a été donnée par Pixie. Si vous ne savez pas ce qu'est le dot plot, c'est un outil qu'utilise la Fed, une publication en plus des taux d'intérêt certains mois pour donner une estimation des prochains taux d'intérêt. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ici on a des estimations des prochains taux d'intérêt. Et ça c'est super important, excusez-moi, parce qu'on peut savoir, par exemple pour 2023, 2024, 2025 et plus loin, quelles sont les estimations de la Fed. Pour les prochains taux d'intérêt donc de 2023, ici les estimations pour 2023 étaient environ, alors si tu regardes un petit peu la fourchette, c'était entre 4,9% et au plus haut, en dessous de 6%. Avec une moyenne, une médiane, qui est de 5,1%. Ensuite, en 2024, on devrait baisser. Donc, avec le plus de probabilité, les taux d'intérêt qui devraient être le plus haut devraient se trouver cette année avec un taux qui se trouve à 5,10%. Voilà, en gros, le dot plot, c'est juste des prévisions sur l'avenir. Donc, parlons un petit peu de la situation macroéconomique. Les prérequis, là, on va pas tout aborder, sinon ça va prendre énormément de temps, mais au minimum, j'espère ici que vous savez ce qu'est l'inflation, les taux d'intérêt, la banque centrale, mais pas juste ce qu'est une banque centrale, quel est son rôle dans l'économie, ses objectifs et ses moyens d'action. Une vidéo qui est incroyable et que je vous souhaite à tous de regarder si vous n'êtes pas à point sur tout ce qui est l'économie globale. Là, on va voir un petit peu comment ça s'articule tout ça. Pour ça, on va prendre un petit peu le cycle que l'on a depuis le crash de 2020. Le crash de 2020 a été engendré par, alors accentué, j'aime pas vraiment dire ça a été occasionné par quelque chose en particulier parce que lorsqu'on a un crack, c'est que déjà on a une situation globale propice à avoir un crack. Si on a un crash, c'est pas juste avec un événement. L'événement, ça va être l'élément déclencheur qui va faire que là, boum, c'est bon, on part à la baisse. Mais déjà de base, on était dans une situation qui était peu propice à avoir une belle hausse. Mais le Covid a accéléré les choses, ça a été un catalyseur en fait si vous préférez. Donc là, le Covid, c'est l'élément qui a justement produit ce crash que l'on a eu en 2020.
Donc, comme vous pouvez le voir ici, grosse baisse de moins 35% sur le S&P, quelque chose d'énorme en l'espace d'un seul mois, donc c'est vraiment quelque chose d'horrible, un crash boursier. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a un crash boursier? Les organismes gouvernementaux, comme je vous l'ai dit, comme les banques centrales, elles vont essayer de stimuler l'économie pour justement essayer de contrer ce crash-là. C'est ce que l'on a eu en 2008 par exemple, et bien avant, à chaque fois qu'on a eu des crashs, les banques centrales vont toujours essayer de restimuler l'économie pour éviter d'aller plus loin, pour calmer le crash. Comment vont-elles fonctionner? Comme je vous l'ai dit, la Fed, enfin toutes les banques centrales utilisent en majorité les taux d'intérêt. La Fed, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a directement baissé ses taux d'intérêt à 0,10%. Et donc, lorsque tu baisses tes taux d'intérêt à 0,10%, tu vas restimuler l'économie. C'est-à-dire, les gens vont se dire, ok, si j'emprunte de l'argent, mon intérêt que je vais payer dessus va pas être énorme. Donc, let's go, je vais emprunter. Et puis, je vais essayer de faire tourner un petit peu ma machine économique autour de moi. Et puis, let's go, gagner de l'argent. C'est comme ça un petit peu que ça se passe. Donc, les gens vont être stimulés économiquement, vont gagner plus d'argent sur le long terme. Cette machine économique-là va montrer une amélioration sur les marchés financiers. C'est ce que l'on a vu ici pour le S&P, exemple du S&P. On a vu à la suite de cette baisse des taux d'intérêt qui était vraiment énorme, on a eu une augmentation de la cotation du S&P. L'objectif est de refaire tourner la machine économique comme après la crise financière en 2007-2008. Donc ensuite, ce que l'on a, comme je vous l'ai dit, lorsque l'on a une baisse des taux d'intérêt, la machine économique repart, les gens commencent tous à regagner de l'argent, et lorsque les gens gagnent de l'argent, les gens consomment beaucoup plus. Qui dit plus de consommation, dit plus de demandes, les gens demandent plus de tout. Les gens sont prêts à acheter tout parce que les gens ont plus de tout. Et comme je vous l'ai dit, lorsque les gens gagnent plus que la production se fait, on a l'inflation qui arrive sur le marché. L'inflation se fait parce que les gens gagnent pas mal d'argent, les gens veulent tout consommer, donc les gens gagnent énormément, donc ils vont dépenser énormément, par exemple dans l'alimentaire, l'essence, enfin tout ce qui environne la population, on va avoir une demande générale qui va être plus forte. Mais la production, elle, va être plus dure à faire, va prendre plus de temps, et donc c'est là où on va avoir le phénomène d'inflation qui va intervenir sur les marchés. Une hausse des prix de manière générale. On peut le voir ici, c'était en avril 2021, comme je vous l'ai mis à cet endroit-là, on a eu l'inflation qui a dépassé les 2%. Les 2%, c'est l'objectif des banques centrales. Elles, ce qu'elles veulent pour avoir une stabilité économique, c'est avoir une inflation qui soit aux alentours, en dessous même des 2%. Donc ensuite, quelles vont être les conséquences d'actions que vont faire les banques centrales, c'est d'augmenter les taux d'intérêt petit à petit pour baisser l'inflation. C'est comme ça que les banques centrales, dans la majorité, décident de faire. Donc ce que l'on a eu après, on a eu un essoufflement du mouvement parce que tout le monde entre sur les marchés. Mais lorsque tout le monde entre sur les marchés, au bout d'un moment, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'intrants. Lorsqu'on commence à vous parler que le S&P est super bien à la télé, que le Bitcoin est incroyable, que le Dogecoin même est incroyable parce que Elon Musk en a parlé, au bout d'un moment, on a un essoufflement du mouvement. C'est-à-dire, on a tous les intrants, la grosse partie des intrants qui sont sur le marché, et au bout d'un moment, personne n'entre, mais les gens sortent. Parce que, oui, les gens prennent leur profit, surtout les grosses mains, c'est eux en général qui initient un mouvement. Et donc ici, on n'a plus l'intrant, mais on a des grosses mains, et même les gens de manière générale qui commencent à se retirer du marché. C'est pourquoi on a eu une baisse, une première jambe baissière sur le S&P. Ensuite, ce que l'on a, en général, lorsqu'on est à la hausse, tout va bien. Tout va bien, on vous dit que l'économie est super bien, même si on a une inflation, on s'en fout. On vous dit que c'est bien, que c'est maîtrisé, vous inquiétez pas, tout va bien. Mais ce que l'on remarque, c'est que l'inflation était quand même au-dessus de 2% pendant pas mal de temps, et la Fed a pas fait grand-chose. Mais on vous dit que c'est maîtrisé parce que de toute façon, les mouvements sont à la hausse, donc tout va bien, tout le monde est dans une euphorie globale, vraiment le marché est très euphorique, d'une manière très globale, et donc tout va bien. Néanmoins, lorsqu'on a une première baisse, c'est là où on commence à dire « Merde, ça va pas bien ». En général, tout le monde vous dit que au top, on va retrouver les mauvaises nouvelles. Et donc, c'est avec la hausse des taux d'intérêt que l'on a un retournement pour aller à la baisse. Mais non, en général, c'est plus tard. Ici, ce que l'on a, première baisse sur le S&P. Donc, la Fed a décidé de s'attarder à l'inflation et de calmer l'inflation. Pour ça, ce qu'elle a fait, c'est d'augmenter les taux d'intérêt petit à petit. On n'y va pas comme des brutes. La Fed, ce qu'elle veut, c'est une stabilité économique, donc elle y va petit à petit. C'est pourquoi on peut voir, donc les taux d'intérêt ont commencé à être augmentés en avril 2022, il me semble. Et comme on peut le voir en avril 2022, je vous ai mis les deux flèches ici, à droite et à gauche. À gauche, c'est pour l'inflation, à droite, c'est les taux d'intérêt américains.
Et on peut voir qu'il faut quand même un petit temps avant de calmer l'inflation. Parce que oui, l'inflation, ça n'a pas un effet direct avec les taux d'intérêt. Il faut un certain temps. Il faut que ça coule. Donc vous allez augmenter les taux d'intérêt et petit à petit, vous allez avoir l'inflation qui va réagir. Mais non pas un mois après l'autre, hein. Ou alors oui, on peut réagir comme ça, mais il faut vraiment que ça soit un changement qui soit abrupt. Donc ça prend du temps et on a une petite latence, mais c'est totalement normal. Donc nous, où est-ce qu'on en est? Si on regarde un petit peu, on a augmenté les taux d'intérêt jusqu'à aujourd'hui. On a toujours augmenté les taux d'intérêt et l'inflation, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un petit pic à 9% et ensuite on est venu baisser. L'inflation est venue baisser. On est à 5%. Donc là, on pourrait se dire, ok, c'est bien. On est presque à la moitié des objectifs de la Fed. Ah oui, parce que l'objectif de la Fed, c'est 2%. La difficulté pour passer de 9% à 5% n'est pas du tout la même difficulté que pour passer de 5% à 2%. Et ça, c'est une interview de Thinkerview, c'est un économiste, il me semble, anglais. Il avait fait une belle interview sur Thinkerview, qui est une chaîne que je vous recommande à tous, dans laquelle il a très bien rappelé ça. Mais, si on regarde un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On sait que les taux d'intérêt vont ralentir l'économie. Mais oui, les taux d'intérêt, c'est avec une augmentation des taux d'intérêt. Pourquoi, par exemple, vous croyez aujourd'hui en France, on a tout ce qui est augmentation de l'âge de la retraite et donc un agacement du peuple qui est beaucoup plus accru que lorsqu'on était, par exemple, au top. Lorsqu'on était ici sans les taux d'intérêt, vous inquiétez pas que tout le monde était content. Tout le monde était content. Mais si on a le ressenti global que l'on a dans les rues aujourd'hui, l'agacement de certains pays envers d'autres pays, c'est tout simplement parce qu'on est dans un temps plus compliqué. Et pourquoi c'est plus compliqué? Parce qu'on augmente les taux d'intérêt. Pourquoi est-ce qu'on augmente les taux d'intérêt? Parce que l'inflation est trop haute. Et pourquoi l'inflation est trop haute? C'est parce qu'on l'a laissé trop haute aussi. Regardez ici, je vous ai dit, l'inflation est passée à plus de 2%. C'était quand? C'était à cet endroit-là. La Fed a décidé de pas augmenter les taux d'intérêt à ce moment-là. Alors pourquoi? Je ne le sais pas. Sûrement des décisions beaucoup plus hautes que moi, que ce que je peux entrevoir, ont la réponse, mais moi je sais pas du tout. Si on regarde les banques actuellement, c'est un peu compliqué. La SVB, qui est la première banque à avoir fait faillite depuis justement ce cycle-là. Ça a été suivi par Crédit Suisse, ça a été suivi par First Republic Bank et bien d'autres. Et même plusieurs banques régionales comme PacWest. Donc ça commence à prendre pas mal d'ampleur. On peut voir quand même que l'économie globale est quand même touchée par rapport à cette augmentation des taux d'intérêt. Donc, quelle va être la réponse à tout ça? Si on regarde le PIB américain, data super importante, parce que si on a une augmentation des taux d'intérêt, on va avoir une baisse du PIB. Bon, ici, le PIB s'en sort quand même assez bien. On n'est pas non plus comme on l'était dans les années 2020, où on a eu une baisse à moins 30. Donc là, on est à peu près autour de 0. Bon, on a un PIB qui se maintient quand même face à cette augmentation des taux d'intérêt. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. L'inflation, elle, comme je vous l'ai dit, est toujours à 5%. Donc on attend quand même à avoir une baisse pour venir chercher 2% dans plusieurs années. Et donc, ce qui était réellement important la semaine dernière, c'était non pas la hausse des taux d'intérêt qui, elle, avait de fortes chances d'être à 25 points de base, mais plutôt le discours de Powell. Est-ce que Powell allait plus tendre vers un discours qui pourrait nous laisser croire qu'on allait avoir une pause des taux d'intérêt dans les mois à venir, ce qui serait vraiment favorable pour les actifs à risque et donc pour les crypto-monnaies aussi. C'est pour ça d'ailleurs que je vous fais ce live là-dessus. Ou alors plutôt, est-ce que Powell va être déterminé à augmenter les taux d'intérêt et let's go to the moon pour les taux d'intérêt et on va calmer l'inflation comme il se doit. C'était l'interrogation de la semaine dernière. Qu'est-ce que l'on a eu la semaine dernière? Alors, si vous me suivez sur Twitter, tous les jours, je fais un bulletin de nouvelles dans lequel je mets l'analyse fondamentale qui se passe sur les marchés financiers. Alors, sur tous les marchés financiers, que vous soyez sur le Forex, sur les marchés à risque comme le S&P, les actions, voire même les crypto-monnaies, les commodités, les obligations, ce que je vous mets, la bulletin de nouvelles, ça peut être intéressant pour tout le monde parce que je vous donne clairement ce qui se passe sur chacun des territoires. Alors j'utilise USD, alors là j'ai mis US, mais normalement je mets USD pour le dollar euro, c'est juste pour décrire où se passe la news. Mais je vais aussi mettre pour le gold, pour le pétrole, tout ça, je vais mettre, ça peut être intéressant. Mais ici, pour le 4 mai 2023, donc le lendemain avec les taux d'intérêt, j'avais fait cette analyse-là qui était, je vais vous la lire. La Fed nous a publié les nouveaux taux d'intérêt qui sont de 5,25%, avec une hausse de 25 points de base, sans grande surprise. De plus, Powell a ouvert la porte de manière assez subtile à une pause de la hausse des taux d'intérêt pour les prochains mois. Powell a déclaré durant la conférence qu'il ne s'attendait pas à une hausse, pas à une récession, mais pense qu'un atterrissage en douceur est possible pour atteindre les 2%, l'objectif de la Fed. Malgré cela, les banques sont toujours dans une situation difficile avec
PacWest qui, justement, dans la journée même, cherchait potentiellement à se faire racheter. Voilà un petit peu l'analyse que l'on avait le lendemain. Alors, je sais que c'est difficile. Analyser un discours, d'autant plus quand il est en anglais, c'est super compliqué. Tous les gouverneurs des banques centrales ont un ton super modéré. Donc, jamais Powell va vous dire, les gars, on est totalement dans la merde et bah let's go, on va augmenter les taux d'intérêt parce que c'est affreux. On va rien faire. L'inflation nous pète à la gueule. On est mort, on est foutu. Jamais un gouverneur va vous dire ça. Non, il va arrondir les angles. Je sais que Alan l'avait posté en direct. Powell, à la suite de sa conférence de presse, nous a laissé entrevoir. Alors moi, je l'avais pas vu comme ça, mais Goldman Sachs l'a vu comme ça et les investisseurs l'ont vu comme ça aussi. Comment on peut savoir que les investisseurs l'ont vu comme ça? C'est pas compliqué. Regardez les mouvements de prix. Qu'est-ce qu'a fait les marchés à risque, les actifs à risque, le S&P, les crypto-monnaies? Qu'est-ce qu'elles ont fait la semaine dernière après la conférence de presse? On a eu une belle hausse. On a eu une hausse là-dessus. Et sur le dollar, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une belle baisse sur le dollar. Ça veut dire que les investisseurs ont capté, ont reçu l'intention de Jérôme Powell à travers son discours. Donc déjà, les investisseurs s'attendaient à ça, s'attendaient à ce message-là. Ils étaient vraiment sur le qui-vive. Mais Powell, même si son message était super subtil, ils ont quand même réussi à le capter. De plus, le dot plot. On peut voir en 2023, ce que l'on avait, c'était un taux maximal des taux d'intérêt avec la plus grosse probabilité à 5,10. Au-dessus, avec l'écart, c'était, il me semble, à 5,9, peut-être quelque chose comme ça. 5,9. Ici, nous, on se trouve déjà au-dessus. Les taux d'intérêt actuels sont de 5,25. Donc, on se trouve au-dessus des perspectives, des probabilités de la Fed pour l'année 2023. Donc, on pourrait se trouver sur une potentielle pause pour plus tard potentiellement augmenter les taux d'intérêt si on voit très bien que l'inflation, comme je vous l'ai dit, c'est plus dur d'aller à 2% qu'aller à 5%. Donc, si on voit que l'inflation, stagflation, il me semble que ça s'appelle comme ça, puis ensuite une rehausse de l'inflation. Un autre outil super intéressant, c'est le Fed Watch Tool. C'est un outil qui va nous donner les probabilités plus en détail pour les prochains taux d'intérêt. Ici, je l'ai pris juste avant le live, après la publication de l'inflation aujourd'hui. Ce que l'on peut voir, c'est qu'on est à 97,3% d'avoir une pause des taux d'intérêt pour la prochaine publication qui se trouve le 4 juin. Autre point aussi super intéressant que je vous ai pas passé, j'y ai pas pensé, mais on va le passer ici. Yield curve, en gros, c'est le rendement que l'on peut avoir entre des obligations à différentes dates. Donc, entre 10 ans, par exemple, si tu prends une obligation de 10 ans et une obligation de 2 ans, quel va être le rendement? Quel va être le rendement? Et donc, tu vas croiser les deux, donc tu vas faire une soustraction. Et en gros, entre 10 ans et 2 ans, à chaque fois qu'on est passé en dessous des 0%, donc c'est-à-dire un rendement sur 2 ans qui est plus élevé que le rendement sur 10 ans, et qu'ensuite on revient en positif, et on a une récession. On a une récession, c'est-à-dire une baisse de tous les marchés à risque. Ça, faut pas l'oublier. Pour l'instant, où est-ce qu'on en est? Je vous en avais parlé, on va pas y passer non plus en détail. On est venu chercher en dessous, on est venu chercher bien en dessous, on est venu chercher bien loin, hein, vous pouvez regarder ici. On est venu chercher bien loin. La dernière fois qu'on est venu chercher aussi loin avec le Yield curve, c'était 1980. Et ici, on commence à retourner à la hausse. Haut de CHF, oh là, parfait. Alors, je suis pas rentré parce qu'ici, c'était trop agressif. Puis même, de toute façon, je n'étais pas sur les graphes. Mais ici, pour l'instant, c'est plutôt propre. On a une jolie flat qui est en train de se former. À voir si elle continue de se former demain ou après-demain. Et de toute façon, avec les news qu'on a eu aujourd'hui, c'était trop volatile, hein, comme vous avez pu le remarquer. Regardez, ici, c'était haut de CHF. Donc, l'OSI CHF, l'OSI franc-suisse. Regardez, on a une forte hausse avec la publication des taux d'intérêt, de l'inflation plutôt américaine. Ensuite, grosse baisse. Puis ensuite, ici, hausse, baisse. Et puis là, on est, je pense, on est parti chercher une vague 3 pour aller chercher une vague 5 un petit peu plus haut. Passons sur le BTC. Alors, où est-ce qu'il en est? Alors lui, alors là, c'est les montagnes russes. Hein. Le BTC, il me semble, c'était la publication de l'inflation. Donc ici, hausse. Ensuite, giga baisse. Et là, on repart à la hausse. C'est assez fou. Il y a une grosse volatilité. Hein. Comme je vous le dis à chaque fois, avec l'inflation, avec les taux d'intérêt, on a énormément de volatilité sur les marchés. Si vous ne savez pas trader les news, ne vous aventurez pas là-dedans. Ce que l'on avait vu sur du daily, c'est vague 1, 2, 3, 4, puis 5 pour aller chercher une dernière vague 5. Et ce que l'on attend maintenant, c'est un retour à la baisse. Ce que l'on a eu, c'est quoi? Ici, on a eu un petit retour à la baisse. Alors, il y a un autre décompte aussi qui pourrait arriver. Décompte intéressant. On va le faire ici ensemble. C'est celui-ci. Vague 1, 2, 3, 4, puis 5. Ici, vague 1, 2, 3, 4, puis 5. Et ici, vague 1, 2,
3, 4, 5 et vague 1, 2, 3, 4, 5. Mais ici, si on vient chercher une vague 2, bah, faudra venir chercher plus bas, hein, c'est presque sûr. 3, 4, 5, puis 4, 5, puis on irait chercher une hausse. Voilà un décompte aussi potentiel avec les vagues d'Elliott. Donc ici, on pourrait se trouver dans un décompte alternatif. Comme vous le savez, j'aime bien avoir un décompte alternatif. Parce que si on n'a pas de décompte alternatif, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à toutes les possibilités que le marché nous fait. Donc ici, mon premier décompte serait de faire celui-ci, avec 1, 2, 3, 4, 5 pour venir chercher une grosse correction, venir chercher cette zone-là, des 61,8 pour venir chercher avec la vague 4. Comme je vous l'ai dit, c'est la zone que j'attends, hein, les 20 000. Ça a toujours été le cas depuis la cassure du triangle, là on en avait parlé. Depuis la cassure du triangle, on avait dit ok, on va à la hausse, et ensuite on retourne à la baisse pour chercher soit une vague B, soit une vague 2. Mais qui ira, je pense, dans cette zone-là, entre les 21 000 et les 20 000. Pour l'instant, on a petite baisse, on attend, on verra ça plus tard. Mais ici, force est de constater que oui, on peut aussi se trouver dans ce décompte-là. C'est-à-dire vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Puis ensuite, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5 pour se développer petit à petit. Les deux décomptes se valent, même si je préfère quand même le premier décompte. Le premier décompte me paraît plus probable que le deuxième. Rentrons ici un petit peu plus en détail. Ce que l'on a... et ce qui est assez flagrant, ici on a une vague 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est à décompter en 5 vagues, c'est assez flagrant. Ensuite, ce que l'on attend, c'est une correction en 3 temps. Ici, vague A, B, C. Ce que l'on peut remarquer à l'écran, c'est un discernement en 5 temps. Ici, on est clairement dans un triangle. Vague A, B, C, D, puis E, qui pourrait faire l'office d'une vague B. Et ensuite, chercher ici vague 1, 2, 3, 4, puis 5. Mais pour moi, on n'est pas allé chercher assez loin, donc correction, et ensuite vague 3, vague 4, vague 5. Vous pouvez voir, on est venu chercher la vague 5, hein. Ici on est en 5 temps, vague 5, et boum, on commence déjà à corriger. Je pense qu'on va venir chercher cette zone-là pour la vague 2, 3, 4, puis 5. On devrait avoir une tournure du marché de la sorte. Le petit canal ici... Alors ça pourrait prendre plus de temps du coup. Et donc la zone la plus probable ici serait de venir chercher les 100%, donc cette zone-là, dans un premier temps. Ce qui me paraît assez complexe. Alors attendez, d'un côté on a quelque chose d'assez divergent, on a une impulsive qui elle va pas très loin. À mon sens, on devrait avoir une correction pour ensuite chercher plus bas, mais la zone la plus probable de retournement se trouve ici. Pour reprendre l'hypothèse de base, c'est celle-ci. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les vagues d'Elliott, pensez ce décompte-là, vague 1, 2, 3, 4, 5, correction ABC pour venir chercher les 20 000, 21 000. Où est-ce qu'il en est notre petit ETH? Ah bah le petit ETH il a pas bougé, hein, il a pas bougé. On avait deux décomptes, un décompte bullish, celui-ci, vague 1, vague 2, vague 1, vague 2. Comme vous pouvez le voir, on est venu chercher un petit peu la première jambe baissière, hein, on était ici, vague A, B, C, on est venu chercher la première jambe A. Donc maintenant j'attends une continuation baissière ici. Voilà un petit peu ce à quoi je m'attends sur ETH, sur du daily. Sur du daily, alors on a ce premier décompte là, avec 1, 2, 3, 4, 5. Pour ceux qui ont suivi la dernière fois, j'avais fait un gros live dédié à ce décompte là. Et on a le décompte bearish qui lui est en fait à regarder, en mettre en accord avec le décompte en weekly. Pour ceux qui n'étaient pas là, donc je vais vous le passer ce décompte là en weekly. C'est celui-ci. Alors notre décompte bullish c'est, on a fait vague 1, 2, 3, 4, puis 5, et on a déjà fini le bottom pour aller chercher un top. Donc ça fait très longtemps que l'on développe ce décompte-là. Hein. Ce décompte-là, je l'ai depuis ici. Depuis qu'on a fait cette vague-là, cette 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite la correction. Néanmoins, j'ai été forcé de constater qu'il y a aussi un décompte, une tournure de décompte que j'aime pas du tout. C'est celle-ci. On est en 3 temps, vague A, vague B, vague C, c'est totalement possible. La vague C est plus large que la vague A. La vague C fait environ 100% de la vague A. Et donc, si on vient casser le canal de cette zigzag-là, et donc c'est ce que je vous ai mis dans le sous-décompte ici, bearish, on pourrait être soit dans une 1, 2, 3, 4, 5, soit dans une ABC qui serait très propre aussi. Les deux se valent, hein, honnêtement. Mais si on vient casser et clôturer en dessous de mon canal de base, là ça va directement être un signal baissier. D'autant plus, si je regarde avec des indicateurs, j'adore utiliser des indicateurs, si je regarde mon RSI, on est reparti sur le milieu, sur la résistance pour les tendances baissières, le stochastique qui est lui en surachat, donc là on est propice à un retracement. Mais est-ce que l'on va avoir tout simplement une explosion à la baisse, ou alors est-ce que l'on va stagner et on va faire cette
petite vague 2 pour ensuite repartir à la hausse et que l'on va entre-temps retourner à la baisse, se rappuyer sur notre support pour la tendance haussière et ensuite repartir à la hausse, bah ça on ne sait pas, il est trop tôt, et ça je vous l'analyserai dans les semaines à venir. Mais pour l'instant, ce que je dois vous dire, c'est que on a une baisse qui va arriver pendant plusieurs jours sur les crypto-monnaies. Très intéressant, Tesla, très intéressant. L'analyse weekly est la suivante. A, B, C, X, jonction A, B, C. Voilà. Correction complexe de base, pas de doute là-dessus. Ici, je décompte ça comme un mouvement en 5 temps et pas en 3 temps. C'est pourquoi, à mon sens, on n'est que dans une première jambe baissière qui devrait continuer. Néanmoins, sur du daily, si on se positionne, si on débute notre décompte sur le point le plus bas. Chose qui est toujours à faire sur un décompte des vagues d'Elliott. La hausse que l'on a eue ici, c'est flagrant, il n'y a aucune hésitation à avoir là-dessus, c'est en 5 temps. Vague 1, 2, 3, 4, 5, c'est en 5 temps. Là, c'est clairement impulsif, c'est pas en 3 temps. On a eu un gap de rupture, un gap d'accélération plutôt, c'est clairement impulsif. Mais à la suite de notre impulsion, ce que l'on attend, c'est une correction en 3 temps. Regardez ce que l'on a fait A, B, puis C. On a fait une flat. Première vague A, B, C. Correction en W, X, Y. Bon, ça, on s'en fiche un petit peu. Mais ensuite, dernier mouvement en 5 temps. Vague 1, 2, 3, 4, 5. On va commencer ce décompte-là. Vague 1, 2, 3, 4, 5. Et on va mettre un petit décompte ici. Vague 1, 2, 3, 4, 5. Quelque chose de la sorte. Et on reviendra là-dessus, comme d'habitude, dans quelques semaines pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on a eu bon ou pas du tout. Et c'est ça justement qui est intéressant de remarquer. Analysons BNP. C'était ici. On a eu donc, ici on a eu belle baisse. C'était là où on avait eu vraiment la belle baisse. On avait une vague 1, 2, 3, 4, 5. On avait fait l'ouverture. À mon sens, avec le fondamental que l'on en avait, avec le gap qui, à mon sens, était un gap d'accélération, on était dans une impulsion. Donc, ce que j'attendais maintenant, c'était chercher une vague 3, vague 4, vague 5, puis vague 3, vague 4, vague 5. Quelque chose de la sorte. Alors, c'était une analyse court terme. Hein. On était sur du H1. Mais voilà un petit peu le pouvoir des vagues d'Elliott et ce qu'elles vous en dit. Ici, ce que l'on a eu, c'est quoi? On a eu exactement ça, hein, c'est-à-dire vague 3, vague 4, vague 5. Ensuite, correction, vague 4, vague 5. Alors, à chaque fois, les vagues d'Elliott, il faut voir ça comme un guide, comme une carte routière. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois, vous allez vous développer en même temps que le marché. Donc, ici, on aurait placé la vague 3, la vague 4, la vague 5, comme ceci. Et ensuite, on aurait attendu potentiellement une vague 4 qui vienne chercher un petit peu plus haut. J'aurais attendu une vague 4 qui vienne chercher un petit peu plus haut. Donc, comme on peut le voir ici, on est sur un moment très agressif. Donc, on est directement retourné à la baisse. Si vous voulez aller plus loin avec les vagues d'Elliott pour apprendre à analyser les vagues d'Elliott comme je le fais, il y a mon site internet. Passez une agréable soirée à vous. Ça a été un plaisir de vous faire un live comme d'habitude, même si on était très peu ce soir. Très intéressant, de bonnes questions. Merci d'avoir participé. On se retrouvera la semaine prochaine. Passez une agréable semaine et à la semaine prochaine. Salut.